La thérapie systémique n'intervient pas sur un trouble, une pathologie psychique en particulier. Son patient n'est pas l'individu, mais la famille ou le couple. Elle en soigne les interactions dysfonctionnelles, et ce, quelle que soit leur configuration, sans a priori moral ou de valeur, et sans préjuger de ce que devrait être un système fonctionnel. La thérapie systémique considère les couples ou les familles comme des systèmes relationnels. Elle considère également qu'un système en santé est un système au sein duquel les relations sont de qualité. Elle s'adresse donc aux couples et aux familles en difficulté pour définir leur appartenance, en difficulté pour définir la place et le rôle de chacun, en difficulté pour se séparer sans pour autant se quitter, ou encore en difficulté pour s'insérer dans leur environnement. Ces bases posées, reste à savoir qui sont les systémiciens. Par qui est pratiquée la thérapie systémique? Qui sont les thérapeutes familiaux et de couple systémiciens? Où les trouver? Comment travaillent-ils? Tout d'abord, précisons qu'un thérapeute familial ou de couple d'orientation systémique n'est pas que cela. En effet, la formation à la thérapie systémique n'est pas une formation initiale. Elle s'adresse aux professionnels du soin ou du champ social en complément de leur formation première. Accompagner un couple ou une famille est en effet un travail très différent d'une prise en charge individuelle. Ce type de suivi implique un changement épistémologique et technique radical, un déménagement d'une vallée à une autre, séparée par un col. Même les psychologues et les psychiatres qui bénéficient de droit du titre de psychothérapeute se forment à l'approche systémique avant de se dire thérapeute familial ou de couple systémicien. En conséquence, utiliser l'outil systémique nécessite une formation particulière. Celle-ci est principalement dispensée par des organismes privés, mais il existe aussi un parcours universitaire. Pour plus d'informations, les liens sont en description. Ajoutons que les titres de thérapeute familial, de thérapeute conjugal ou de couple, ou encore de thérapeute systémicien ne sont pas réglementés. Contrairement aux psychologues, aux psychomotriciens, aux infirmiers ou encore aux conseillers conjugaux et familiaux, aucune loi ne les définit ni n'en interdit leur utilisation. Dans l'absolu, tout le monde pourrait se revendiquer thérapeute familial et de couple. Par conséquent, avant de s'engager dans un travail psychique, il est important de se renseigner sur le thérapeute. Quelle est sa formation, son parcours, son savoir-faire premier dans les champs de la santé ou du social. On ne confie ni son couple ni sa famille à n'importe qui. Les thérapeutes familiaux peuvent exercer dans des établissements psychiatriques publics, dans des associations de santé mentale ou encore dans des cabinets privés. Dans le public, le soin est gratuit. Dans l'associatif, le coût dépendra de chaque structure et surtout des accords et de son statut aux yeux des autorités de tutelle. Dans l'exercice privé, le suivi est payant et la tarification est libre. Il faut compter aux alentours de 100 € à la séance, parfois moins et parfois beaucoup plus. Le coût peut faire l'objet d'une discussion avec le thérapeute, occasion toute trouvée pour commencer une première discussion autour de la communication au sein de la famille. Qui va payer les séances? Comment cela a été décidé? Quel montant la famille est-elle prête à consacrer à son suivi? Indépendamment du critère financier, le choix de recourir à une structure publique, associative ou libérale dépendra surtout de la gravité du dysfonctionnement familial. Une situation grave ou complexe nécessite un soutien important. Dans ce cas, un dispositif de thérapie familiale en institution qui repose sur une équipe semble plus indiqué que de s'adresser à un thérapeute seul dans son cabinet en libéral. Pour contacter ces lieux de soins, plusieurs solutions. Les thérapies familiales dispensées par les services publics de santé se déroulent généralement au sein d'un CMP, Centre médico-psychologique. Cet établissement couvre un secteur géographique défini. Il faut donc s'adresser au centre de la zone d'habitation du couple ou de la famille concernée.
Pour l'Île-de-France, en description, un lien vers l'organisme national de santé mentale, Psycom. En description encore, quelques liens vers des structures associatives. Pour contacter un praticien libéral, au-delà du bouche à oreille et de la recherche spontanée sur Internet, il est recommandé de s'adresser à un professionnel de santé de confiance qui aura sans doute dans son réseau des coordonnées de thérapeutes systémiciens à proposer. Sont également consultables en ligne les annuaires des associations professionnelles systémiques de référence. Des répertoires non exhaustifs sont disponibles sur le site de la Société française de thérapie familiale ou encore sur le site de l'Association européenne de thérapie familiale, EFTA. À ces adresses, par ailleurs, des compléments sur la systémie et la thérapie familiale. Les liens encore et toujours en description. Que la thérapie systémique se déroule dans le public, dans l'associatif ou dans le privé, la fréquence des séances est généralement mensuelle, voire bimensuelle dans le cadre d'une thérapie de couple. Les consultations durent environ 1 heure. Il n'y a pas de durée de suivi type, elle peut varier de quelques mois à quelques années, et ce, en fonction de la gravité du problème, et surtout en fonction de la capacité de mobilisation des membres du système. Avant d'entamer un accompagnement, il est également possible de convenir avec le thérapeute d'un nombre de séances d'évaluation, généralement au nombre de 3, afin de valider que la confiance se crée de part et d'autre. Autre option, définir des points d'étape, c'est-à-dire tous les X séances ou tous les X mois, la famille et le thérapeute s'interrogent sur la pertinence de continuer le suivi ou de l'arrêter. Côté famille, qui doit participer aux séances? Pour une thérapie de couple, évidemment, les 2 partenaires. Pour une thérapie familiale, disons que tous les membres concernés par la problématique sont conviés. À minima, il s'agit généralement des personnes qui partagent le même foyer. Certains thérapeutes pratiquent une approche multigénérationnelle. Ils pourront alors exiger la présence d'au moins 3 générations. À noter que le nombre de participants pourra varier en fonction de l'évolution du suivi. Les parents pourront être reçus sans les enfants et inversement. Des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes aidantes pour la famille, quel que soit leur lien avec le système, sont également susceptibles d'être invitées. Convier telle ou telle personne ou tel groupe de personnes est une décision qui revient au thérapeute et à la famille en fonction de ce qui paraît le plus aidant. Côté soignant, la thérapie familiale peut être menée par un seul thérapeute ou plusieurs thérapeutes. On parle alors de cothérapie. La cothérapie est apparue très tôt dans l'histoire des thérapies familiales. Avant même la formalisation de la thérapie systémique, un des pionniers, Carl Whittaker, l'utilisait déjà dans les années 40. En 1960, en fondant le premier centre de formation destiné aux thérapeutes familiaux, The Family Institute, Nathan Ackerman intègre dans son enseignement la cothérapie. Pendant les séances, la cothérapie permet de mieux observer les multiples interactions familiales et ainsi de pouvoir mieux y répondre. Sa mise en place connaît plusieurs configurations. 2 thérapeutes peuvent être en présentiel, c'est-à-dire en face à face avec la famille. 1 ou plusieurs thérapeutes peuvent se placer en présentiel et 1 ou plusieurs derrière une glace sans teint. Derrière le miroir, le ou les soignants occupent une place de supervision. Une séance de thérapie familiale avec supervision directe derrière le miroir n'a pour but ni de divertir le superviseur, ni d'assouvir sa curiosité. Il doit adopter une attitude d'observation active, se questionner sur les enjeux relationnels, formuler des hypothèses, comprendre la piste suivie par le thérapeute en présentiel, réfléchir à des orientations susceptibles de soutenir son action et sa créativité au service de la famille. Lorsqu'un seul thérapeute fait face à la famille, une supervision différée est possible, et ce, grâce à l'enregistrement vidéo de la séance. Celle-ci, soumise à autorisation des participants, offre la possibilité pour le thérapeute seul ou avec l'aide d'un superviseur de revisionner la rencontre thérapeutique. Par là même, une observation plus fine des interactions est possible pour augmenter les chances de comprendre ce qui se joue sur la scène familiale et au-delà sur la scène thérapeutique. Ces processus de reprise et de décalage sont réalisables par 2 thérapeutes en présentiel. Le duo de soignants apporte un équilibre dans le vécu relationnel entre thérapeute et famille. À 2, les interactions sont plus nombreuses et plus fluides avec les membres de la famille. Les possibilités d'identification, de compréhension et de reconnaissance sont plus variées. Les soignants se soutiennent et se stimulent réciproquement. Ils créent ainsi des propositions susceptibles de relancer le travail thérapeutique.
Le thérapeute installé devant la famille ou le couple, comment intervient-il et dans quelle optique? Disons-le tout de suite, le thérapeute familial n'est ni un réparateur ni un correcteur de couple ou de famille. Son rôle n'est pas de normaliser la famille en fonction d'un modèle prédéfini supposé être le meilleur. Seule la famille est experte d'elle-même. Son mandat est donc d'accompagner la famille pour qu'elle trouve en elle-même et en chacun de ses membres les ressources et les compétences nécessaires au changement. Par ses questions et son envie de rencontrer le système dans son fonctionnement spécifique, le thérapeute familial aide à la mobilisation de tous pour l'apaisement de chacun, et ce dans une réorganisation relationnelle. Il incite le système, via chaque individu qui le compose, à s'observer fonctionner d'un point de vue relationnel et communicationnel pour faire du différent. Il les amène à métacommuniquer. Métacommuniquer signifie communiquer sur la communication, c'est-à-dire parler de comment on se dit les choses, pour définir ainsi sa position dans l'échange et la relation que l'on co-construit avec l'autre. Les protagonistes de l'échange doivent parler d'eux-mêmes pour définir leur relation. Ce passage en position méta concerne tous les membres du système thérapeutique, thérapeute compris. Le point de vue de chaque individu doit pouvoir s'exprimer pour influencer et enrichir les positions de chacun. De ces échanges émergeront de nouvelles possibilités relationnelles. Pour plus d'explications sur la nécessité de passer en position méta, en description un lien vers une vidéo de la chaîne YouTube de Monsieur Phi. Pour orienter la famille et lui-même à métacommuniquer, le thérapeute familial dispose de plusieurs techniques basées sur le langage et la communication. Par exemple, il peut circulariser la parole. Cela consiste à proposer à un membre du système à se mettre à la place d'un autre pour penser la relation avec un troisième. Interroger une personne A sur la façon dont elle perçoit la relation entre B et C, alors que B et C écoutent, permet à A, B et C d'obtenir de nouvelles informations sur leur relation, de comprendre les différences de ressenti et d'identifier la variation des points de vue. A l'inverse, le thérapeute peut pratiquer la partialité multidirectionnelle. Il s'adresse alors spécifiquement à chaque membre, il consacre à chacun le même temps d'échange. Le soignant peut ainsi créer un lien privilégié avec tous, donner une place identique à chaque ressenti individuel, responsabiliser chaque membre dans la recherche d'une solution relationnelle. Par le recadrage, le thérapeute familial incite chacun des membres du système à proposer une modification du contexte d'une situation ou une modification du point de vue porté sur cette situation. Objectif, accéder à un changement de sens. Par exemple, une dispute peut être à première vue être considérée comme la destruction d'un lien ou être recadrée comme la confirmation de l'existence de liens intenses. À travers ces actions, la famille identifie que les désaccords de contenu masquent en fait des désaccords de relation. Ce qui est prioritairement en jeu, ce n'est pas le fond du message, c'est ce qu'il révèle de la nature des liens entre les interlocuteurs. Les méthodes d'accompagnement du thérapeute familial ne se limitent évidemment pas à ces quelques exemples. La parole n'est pas le seul médium utilisé pour mobiliser la famille ou le couple vers un changement relationnel. La thérapie systémique compte de nombreux courants qui ont chacun développé leurs propres outils conceptuels et pratiques. Citons l'exemple des objets flottants. Il s'agit de médiation qui repose sur des techniques plus corporelles ou plus ludiques. Par la mobilisation du corps et le jeu, il stimule l'imaginaire et les émotions pour créer des solutions inédites. Dans cette multiplicité des approches, peut-être deux points communs. En un, l'engagement du thérapeute familial. Sa planète rencontre la planète de la famille pour créer une troisième planète, le système thérapeutique. Engagé psychiquement et émotionnellement, le systémicien fait résonner son vécu avec celui de la famille pour en découvrir le fonctionnement propre et proposer d'autres perspectives. En deux, la croyance en la nature autopoïétique des familles ou des couples, c'est-à-dire en leur capacité à créer leurs propres solutions. La thérapie systémique considère les familles ou les couples comme des systèmes humains bâtis sur un réseau complexe de relations.
Elle s'adresse aux couples et aux familles en difficulté pour définir ce qui les réunit, ce qui les sépare, pour définir et délimiter la place de chacun ou encore pour s'ancrer dans leur milieu d'appartenance. Afin de dépasser ces difficultés, le thérapeute systémicien valorise les compétences de la famille ou du couple à retrouver de la souplesse dans ses relations et sa communication. Le systémicien est un professionnel de santé ou du champ social formé spécifiquement à l'approche systémique. Il peut exercer dans différentes structures, qu'elles soient publiques ou privées. La malléabilité de son cadre est l'une des spécificités et une des forces de son intervention. Le dispositif évolue en effet en fonction des besoins de la famille ou du couple et du thérapeute. Cette plasticité permet de proposer des outils divers et variés et même d'en co-construire. Le tout pour stimuler la créativité et faire émerger une nouvelle donne relationnelle. Bref, pour élargir le champ des possibles.